RFM Midi. Merci de choisir la RFM pour vous informer. Il est midi, le journal. Youssouf Boudia. Un patient de 58 ans décédé du coronavirus au Sénégal qui recense son 10e disparu. 6 cas graves encore en réanimation, record de guérison en 24 heures. 43 nouveaux patients ont quitté l'hôpital à ce jour. 845 malades sont en traitement dans les 20 centres du pays. À suivre une analyse de la courbe des décès, mais également la courbe des guérisons après 2 mois de pandémie. À Touba, 4 agents de l'hôpital Ndamatou testés positifs au Covid-19. Le service de chirurgie fermé pour désinfection. À partir d'aujourd'hui à Dakar, les commerces alimentaires des marchés ne vont ouvrir que les lundis, mercredis et vendredis. Nous ferons un tour au marché Castor de Dakar. Là-bas, c'est l'angoisse pour les vendeurs de denrées périssables. L'espoir renaît auprès des élèves en classe d'examen qui devront reprendre le chemin des classes le 2 juin prochain. À Saint-Louis, nous sommes allés voir comment ils organisent leur révision. Dans la seconde partie de ce 12h, la page internationale sera avec Anna Rocha. Bonjour Anna. On va suivre donc Anna Rocha qui va nous revenir, qui est aujourd'hui en mode télétravail. Bonjour Anna. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. Alors Anna Rocha, présentez-nous le menu de la page inter. Dans l'actualité internationale ce lundi, le gouvernement bissau-guinéen a démarré la redistribution du Covid Organics contre le nouveau coronavirus aux autres États membres de la CEDEAO. Le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso sont les premiers servis. Prochaine escale de ce remède traditionnel malgache, le Libéria et le Niger. Début ce lundi en Tunisie de la levée du confinement, une levée progressive avec reprise de l'activité économique à 50% des effectifs dans plusieurs secteurs. Et puis en Mauritanie, une première opération de tassement de vertèbres réussie. Les interventions chirurgicales liées à ce type de fracture étaient jusque-là réalisées hors du territoire mauritanien. Anna Rocha, rendez-vous aux alentours de 12h25 pour le développement de ces titres. Plus de 3 500 000 personnes contaminées par le coronavirus dans le monde, avec près de 250 000 décès. Les dernières infos à suivre dans Core News, présentées aujourd'hui par Amadou Sabarba. Le Covid-19 qui occupe l'essentiel des pages des journaux parus ce lundi. Mohamed Ali Mouba va les parcourir et puis notre reportage Ramadan, immersion dans une famille de Kolda à l'heure du Nafila ou prière surérogatoire. Quelle nouvelle orientation dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal, 2 mois après l'apparition du premier cas? Débat à suivre en fin d'édition. Abdoulaye Diop assure la partie technique. Bonjour et bienvenue. Les chiffres du jour. 10, le nombre de décès causés par le Covid-19 au Sénégal et 43, le nombre de patients déclarés guéris ce lundi, une première. Toutefois, le nombre de cas positifs continue de grimper, 89 dont 3 cas communautaires. Le point du jour avec la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khémesse Ndiaye-Gom. Ce lundi 4 mai 2020, sur 807 tests réalisés, 89 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,02%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 86 contacts suivis par nos services, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Médina à Dakar 2 et Mbour 1. 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. Le Sénégal a enregistré un décès de plus ce jour, ce qui porte le nombre à 10. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1271 cas ont été déclarés positifs, dont 415 guéris, 10 décédés, 1 évacué et donc 845 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict
des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. La nouvelle est donc tombée ce matin. Le Sénégal qui enregistre un 10e décès dû au Covid-19. Il s'agit d'un patient de 58 ans habitant la Médina et admis au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Une perte déplorée par le maire de la commune de la Médina. Il veut mettre l'accent sur les mesures de prévention. Bamba Fall qui est joint par El Hadj Diogoudjen. C'est une situation très très difficile et très compliquée. On vient de m'annoncer un décès, n'est-ce pas, d'un Médinois suite à cette maladie et 2 cas, n'est-ce pas, de contact communautaire. Donc, ce qui nous pousse à redoubler d'efforts. Vraiment, je demande encore une fois de plus aux Médinois de mieux respecter les mesures barrières parce que ça se prolifère de jour en jour et que nous connaissons aussi, n'est-ce pas, beaucoup de cas chaque semaine, plus de cas chaque semaine. On est à plus de 68 cas. Raison pour laquelle je demande même à ce que l'on arrête le débat sur le riz parce qu'on n'est pas en train de lutter contre la faim, mais vraiment on doit plus parler de prévention parce que c'est la lutte contre cette maladie. Raison pour laquelle on a tenu hier une grande réunion dont toutes les tendances politiques, toutes les tendances religieuses étaient là-bas avec M. Seydou Gueye et tout le monde pour voir avec les ASC et les Badjenoko comment mieux aider à sensibiliser pour arrêter cette pandémie à la Médina. La lutte c'est quoi? C'est la sensibilisation, c'est pousser les gens à respecter les mesures barrières. C'est ça la lutte. Je pense que ce qui nous divertit, c'est l'histoire du riz, de l'huile, du sucre. Mais je pense que ça, c'est ça nous divertit. La lutte c'est quoi? C'est au moins prendre des mesures au niveau des marchés, au niveau des lieux de rassemblement, pousser les gens à respecter, n'est-ce pas, les mesures barrières. Parce qu'à la Médina, au-delà des résidents de la Médina, vous savez que les gens traversent la Médina pour aller à Dakar pour travailler. Au-delà de nos résidents, il y a des gens qui passent à la Médina, il y a des gens qui ont des activités professionnelles à la Médina. Donc la Médina est très fréquentée. Bamba Fall, le maire de la Médina, qui a enregistré donc un décès dû au coronavirus. Le coronavirus qui a contaminé le service chirurgie de l'hôpital de Ndamatou, le 2e de la ville de Touba. 4 agents du service de la chirurgie qui sont donc testés positifs. Un d'entre eux est un cas issu de la transmission communautaire. Les détails avec Mohamed Jodjob. L'hôpital Ndamatou vient d'être frappé à son tour par le coronavirus. 4 personnels de cet établissement public de santé de niveau 1 ont été diagnostiqués positifs. C'est d'abord un infirmier en service à la chirurgie qui a été testé positif depuis vendredi dernier. 27 autres prélèvements ont été effectués sur le personnel et envoyés le lendemain à l'Institut Pasteur de Dakar et 3 sont revenus positifs en attendant d'autres résultats de prélèvement dans la journée d'aujourd'hui. Pour le moment, ces agents subissent ce qu'on appelle un confinement à domicile, c'est-à-dire qu'ils sont traités chez eux en attendant peut-être d'être transférés dans les centres de traitement si leur état le nécessite. Au niveau de l'hôpital Ndamatou, beaucoup de mesures ont été prises depuis l'apparition du coronavirus, rassure la direction. Le service en question, la chirurgie, est momentanément fermé et désinfecté. Mohamed Jodjob, Touba RFM. Mohamed Jodjob, à ce jour, 845 patients sont sous traitement dans les 20 centres ouverts à travers le pays. 415 patients sont jusque-là déclarés guéris pour 10 décès enregistrés. Des chiffres analysés par Mohamed Ali Mouba. La personne décédée habite la Médina. Âgée de 58 ans, son état n'inspirait pas pourtant de fortes inquiétudes. Mais l'homme a succombé à une crise cardiaque à 6h30, ce qui porte le nombre de décès à 10, soit un taux de 1%. Toutefois, si on calcule le taux de décès par rapport au nombre de cas graves, on atteint la barre des 38,48%. Moins de la moitié des cas graves sont condamnés donc. Quid du taux de guérison par rapport au nombre total de cas positifs enregistrés depuis le début de l'épidémie. Il est important, mais il ne dépasse pas les 32%. Et pourtant, il y a quelques jours, le nombre de guéris était supérieur aux cas actifs. Le 15 avril 2020, le Sénégal a enregistré le taux enviable de plus de 60% de cas guéris. L'explication se situe donc dans la hausse subite des contaminations communautaires et l'équation surtout des clusters. Nous en avons 14 en tout. À eux seuls, ils ont contaminé 20% de malades, soit 254 personnes. Exemple intéressant, le cas 0 de Seyou, il a été déclaré positif il y a juste une semaine, mais il a transmis la maladie à une cinquantaine de
personne. Mohamed Ali Mouba, nouveau cas communautaire en Bourg dans la région de Thiès. Malgré tout, certaines populations continuent à faire fi des mesures édictées. Les autorités administratives de la région appellent une fois encore les populations au respect des gestes barrières. Cheikh Anta Diop. Face à la montée des cas communautaires, des cas suspects à Thiès, le préfet avoue son inquiétude et tire la sonnette d'alarme pour appeler les populations thiessoises à la vigilance afin de stopper cette pandémie. Moussa Diagne, le préfet du département de Thiès. Au regard de la résurgence des nombreux cas observés ces derniers temps, le nombre de cas suspects, mais également ce nombre de cas très élevé, en tout cas qui commence à aller crescendo, le nombre de cas donc confirmés, notamment dans les deux districts de Pout et de Thiès. À Thiès, les signaux étaient pourtant au vert, mais depuis quelques jours, les districts sanitaires de Thiès et Pout vivent une situation exceptionnelle. Selon le préfet du département, malgré les dispositions qui ont été prises, les mesures barrières ne sont toujours pas respectées. Vraiment, j'en appelle à la conscience des Thiessoises et des Thiessois pour qu'ensemble nous observions les mesures édictées par l'autorité. Il en dépend notre avenir à nous tous. Je pense que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous aujourd'hui doit se considérer comme la solution et non comme le vecteur de transmission. Au regard de ce que je constate, en tout cas sur le terrain, avec les grandes places par-ci, par-là, et puis des responsables qui parfois se permettent même de circuler sans masque, il y a de quoi redoubler de vigilance. Actuellement, environ 1000 contacts sont mis en quarantaine dans différents hôtels de la place. Des prélèvements sont effectués et les résultats sont attendus. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dans la course aux remèdes pour guérir le Covid-19. Madagascar propose le Covid-organisme. Question, le Sénégal doit-il intégrer également les tradipraticiens dans cette course pour trouver un remède contre cette pandémie? La réponse dans ce dossier de Koumba Sagnan Faye. Koumba Sagnan Faye que nous allons retrouver un peu plus tard. Nous allons également parler de Dakar avec les chiffres qui, pour le moment, ont montré que les commerçants font partie des plus touchés par le Covid-19. Pour éviter la propagation du virus dans les marchés de Dakar, le préfet a décidé de leur ouverture à tour de rôle. Les lundis, mercredis et vendredis, les commerces alimentaires sont autorisés à ouvrir. Une situation difficile à gérer selon certains vendeurs de denrées périssables. Ils sont pour la plupart au marché Castor où c'est rendu Nafi Satou, c'est là que nous allons suivre donc Nafi qui va revenir sur ces commerçants qui sont inquiets après que le préfet a pris la décision d'ouvrir les marchés les lundis, mercredis et vendredis. Mariam Sall n'en revient pas. Cette vendeuse de poissons établie à Castor trouve cette décision préfectorale très dure alors que la situation était déjà compliquée. Elle s'inquiète ainsi pour ses produits. Non, on ne peut pas vendre et puis garder le reste pour après-demain. C'est compliqué. Le poisson va pourrir et vraiment nous allons perdre beaucoup d'argent. On ne pourra pas rester les bras croisés. Et puis il faut se dire que ça va amoindrir la qualité du poisson. Même situation pour ce boucher. Ibou est tenu d'écouler toute sa provision de viande faute de ne pas pouvoir la réfrigérer correctement. Tout le monde sait que ces temps-ci c'est difficile de tout vendre. Et là, pour pouvoir tout congeler pour le surlendemain, c'est pas facile. Et personne ne pourra surveiller la marchandise. En plus, la viande que nous vendons appartient aux éleveurs. Comment les payer à temps? Abdoulaye Ndiaye et Ami ne sont pas dans l'alimentation. Ils n'ont droit qu'à 2 jours dans la semaine et se disent angoissés. 2 jours c'est insuffisant. Donc on ne va travailler que 8 jours pendant le mois. Alors comment nous allons payer le magasin, où nous logeons, ou encore envoyer quelque chose au village? Nous sommes tous des responsables de famille et nous sommes nombreux à assurer la popote à la maison. En plus, on parle de l'aide de l'État, mais on ne voit absolument rien du tout jusqu'à présent. Cette décision du préfet de Dakar est certes jugée courageuse par certains, mais elle ne semble pas être accompagnée de mesures d'appui à l'endroit de ce secteur informel. Nafissatou Silla, à Tambacounda, le marché central est fermé à partir d'aujourd'hui pour les besoins de l'opération de déguerpissement des marchands ambulants. Pendant ce temps, la mairie cherche des sites de recasement pour accueillir ces commerçants déguerpis. Moussa Omar Gueye.
L'adjoint au maire de Tambacounda, Bounama Kanté, prône pour la réquisition des 2 grands sites qui jouxtent le marché central suite aux opérations de déguerpissement pour désengorger la voie publique. Bounama Kanté, adjoint au maire de Tambacounda. Mais avant de décider de déplacer des commerçants, il faut trouver un site viabilisé. Pourquoi pas faire une visite de site avec eux et ensuite décider avec eux du calendrier de déménagement. Ça ne devait pas être un déguerpissement, ça devait être un déménagement. Ce que moi je n'arrive pas à comprendre, dans les encablures du marché, il y a 2 grands espaces qui appartiennent à 2 opérateurs économiques. Je ne vois pas dans le cadre du Covid qu'on puisse réquisitionner des hôtels et qu'on ne puisse pas réquisitionner ces 2 espaces pour au moins permettre à ces jeunes-là de libérer les voies. Je crois que c'est très simple. Il ne faut pas qu'on essaye, dans ce contexte de Covid, où on est en train de se battre pour que véritablement cette maladie disparaisse, qu'on crée d'autres situations. Si l'on y prend garde, le tout nouveau site érigé en marché derrière le stade régional, sans mesure d'accompagnement, risque de reproduire un grand rassemblement dans un contexte de lutte contre la propagation du Covid-19. Moussa Omargué, Tambacounda, Radio Futur Média. Le président de la République vient de prendre une ordonnance portant sur l'aménagement des mesures dérogatoires au fonctionnement des collectivités territoriales. C'est pour leur permettre de faire face aux urgences de la pandémie du Covid-19. Les maires s'en réjouissent, mais des experts de la décentralisation mettent en garde contre toute dérive dans la gestion des fonds publics. Salimata Aou. L'objet de l'ordonnance numéro 5/2020 consiste à faire prendre aux collectivités territoriales dans les meilleurs délais les mesures pour contribuer au dispositif de lutte contre le Covid-19. Selon Maître Moussa Bokar Thiam, secrétaire général adjoint de l'Association des maires du Sénégal, l'État devait même aller plus loin. Nous sommes tous confrontés à une quasiment obligation d'assister nos populations alors que le budget ou les montants en tout cas nécessaires n'ont pas été prévus. L'État devrait aller un peu plus loin parce qu'il y a d'autres procédures aussi qui sont liées aux indigents. Ces procédures-là devraient aussi être prises en compte, notamment la question de ciblage, de choix des personnes indigentes. Par contre, cette décision ne donne pas plein pouvoir aux maires. Tout doit se passer dans les règles de l'art, explique Adam Gueye, expert en décentralisation. Au contraire, cette décision permet aux maires tout au plus de mobiliser les moyens pour participer à l'effort de lutte contre le Covid-19 en faisant des virements de crédit provisoires. Je dis bien provisoire au vu de la loi, parce que ces virements de crédit pourront être votés uniquement avec la présence du bureau municipal, le maire et ses adjoints, des présidents de commissions intéressés par le Covid-19, c'est intéressant de le dire, du receveur municipal. Il n'y a pas de création de recettes. Par contre, les recettes ordinaires peuvent servir pour le financement d'une dépense d'investissement. Mais le contraire n'est pas possible. On ne peut pas prendre des recettes d'investissement pour les amener au niveau de la section ordinaire, ce qui est illégal. Et là, intervient le rôle du préfet, qui est du représentant de l'État, peut être le sous-préfet. Chargez-lui de contrôler la légalité et en accord avec le receveur municipal, de faire un contrôle budgétaire. Le maire de Bourosogui demande à l'État de soutenir aussi les collectivités territoriales victimes du coronavirus. Parce que l'on sait qu'il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui sont en perte de recettes, à perte de 90% de recettes, ce qui fait confronter ces collectivités locales-là à des problèmes de salaire. À travers cette mesure, l'État veut inviter les collectivités territoriales à soutenir les populations démunies face à cette pandémie du coronavirus. Salimata Aou, un remède à base d'artémisia, le Covid Organix, est utilisé aujourd'hui contre le coronavirus à Madagascar. Alors, question, le Sénégal doit-il s'orienter vers une réflexion sur la prise en compte de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le Covid-19? En tout cas, des spécialistes de la médecine traditionnelle se disent prêts à apporter leur partition. Comme Sanyan Faye. Au Covid Organix, supposé remède au coronavirus, fait à partir d'Artemisia annua, de nouveaux bienfaits de la plante médicinale cultivée aussi au Sénégal. Ces guérisseurs traditionnels ne sont certes pas impliqués dans la lutte contre la maladie, mais ils se disent être prêts à contribuer si leurs services sont sollicités. Selon Prometra International, pour les problèmes de santé locaux, la solution doit être aussi locale. Éric Bodosso est le président. Toujours de trouver des solutions locales, l'OMS reconnaît que 80% des populations au sud du Sahara s'adressent aux guérisseurs, non seulement pour leurs problèmes de santé. Nous sommes là pour servir tant qu'on nous sollicitera
nous apporterons notre contribution. Qu'en matière de prévention, ces guérisseurs restent forcément des meilleurs agents sanitaires auprès de leur population qu'ils ont l'honneur de servir. Il semble impossible de faire recours à la médecine traditionnelle pratiquée ici au Sénégal. La raison, elle est toute simple. Cette pratique n'est pas encore réglementée. Le projet de loi est toujours en attente. Emmanuel Bassène est le coordonnateur de la cellule médecine traditionnelle au niveau du ministère de la Santé. La médecine traditionnelle n'est pas réglementée. Un projet de loi est en attente à l'Assemblée nationale depuis avril 2017. Et ce document va être incessamment publié, certainement après ce confinement. On trouve toutes les actions, les axes de travail qui permettent une valorisation de nos plantes médicinales. Une réponse que le directeur du centre Malango semble ne pas ignorer. Par ailleurs, au président du Prométra international, Éric Baudoussou et ses tradis praticiens se contentent de la prévention à partir de leurs plantes. Une manière pour eux de contribuer à la lutte contre le coronavirus. Koumba Faye, la pandémie du coronavirus qui a imposé la fermeture des écoles depuis un peu plus de 2 mois. Le 2 juin, c'est la nouvelle date fixée pour la reprise des cours dans les écoles sénégalaises. Sont d'abord concernés les élèves en classe d'examen. À Saint-Louis, nous avons rendu visite à des candidats qui continuent leur révision à partir de chez eux. Ils ne ratent pas les cours dispensés via les chaînes de télévision. Le reportage de Mohamed Nabissila. Le report de la date de reprise des cours dans les établissements n'a pas altéré la volonté de ces élèves d'école primaire d'El Hadj Sidi Ndiaye et de Notre-Dame de Lourdes de poursuivre les révisions à la maison. Je révise à la maison. On nous donne des exercices à faire à la maison. Et on révise. Oui, on révise à la maison. On ne passe pas à cause du Covid-19. On fait des exercices de maths, de français. Oui, on a la de retrouver l'école. Il en est de même pour leurs camarades de l'école Amadou Faramboch. Depuis Corona, on n'est pas allé à l'école. Cette année, il y aura des examens. C'est pour ça que je révise bien à la maison. Fatou Touré, élève de la classe de terminale au lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall, explique qu'elle a toujours de l'espoir que les examens du baccalauréat, même repoussés, vont se tenir cette année. Bien sûr, on fera les examens, Inch'Allah. Je le pense bien. À cause du coronavirus, depuis lors, nous ne sommes pas allés à l'école. Bien sûr, on révise toutes les matières, la philosophie, les mathématiques, HG et tout ça. Je les conseille de rester calme et de respecter les conseils, de rester à la maison et d'apprendre leurs leçons aussi. Élève en L2, elle explique que ses camarades lui manquent pour une bonne ambiance de classe. Ça se passe bien, mais si c'était en classe, on aurait beaucoup plus de courage et des professeurs qui peuvent nous expliquer et tout ça. Mais ici, à la maison, on n'a pas de professeur. Salle des profs à TFM, je regarde ça et sur ITV. Toutefois, un relâchement se fait sentir chez d'autres élèves, exhortés à plus d'efforts pour maintenir le cap. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. Nous retrouvons Anna Rocha. Rebonjour Anna. Rebonjour Youssouf. On démarre avec la Mauritanie où le tassement des fractures vertébrales est désormais réparable. Effectivement, des médecins viennent de réussir la première opération du genre là-bas, une prouesse qui va permettre à l'État de souffler un peu puisque jusque-là, les personnes souffrant de ce type de pathologie étaient évacuées à l'étranger. Les précisions de Mohamed Diop à Nouakchott. 2 médecins mauritaniens, Dr Abdellah Ould Abid, un radiologue interventionnel, et Dr Kamel Ahmed, un orthopédiste, ont réussi à réparer des vertèbres cassées. L'opération est réalisée sur une dame dans une clinique privée de la capitale Nouakchott sans aucune incision chirurgicale ni anesthésie locale. Mais au-delà du succès, on retiendra que c'est la première fois qu'une telle intervention se déroule en Mauritanie. Bonne nouvelle pour les patients, leur souffrance sera soulagée. Bonne nouvelle aussi pour l'État, le coût colossal des évacuations à l'étranger sera revu à la baisse. Il faut simplement noter que cela arrive pendant que le pays fait face au Covid-19, mais à un taux d'infection faible. La Mauritanie a enregistré 8 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont un décès, 6 guérisons et un seul cas actuellement sous traitement, une dame de 68 ans. Mohamed Diop, Nouakchott,
RFM. Direction la Guinée-Bissau où le gouvernement a démarré la redistribution du Covid Organix offert par Madagascar aux autres États membres de la CEDEAO. Les cartons réservés au Sénégal, au Togo et au Burkina Faso sont déjà arrivés à destination. Le coordonnateur de cette action en Guinée-Bissau est attendu aujourd'hui au Libéria et au Niger, nous dit notre correspondant à Bissau, Noah Mankali. La redistribution de ces médicaments qui s'effectue à partir de Bissau vers les 15 États membres de la CEDEAO est réalisée par Khalifa Suarez Kassama, chef du cabinet du président de la République Oumassi Sokhom-Ballo. Ce responsable a révélé que le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso ont déjà reçu leur part de médicaments traditionnels pour le traitement du Covid-19 importé de Madagascar. Suarez Kassama doit se rendre aujourd'hui au Libéria et au Niger avec les mêmes objectifs. La Guinée-Bissau a reçu 107 cartons de médicaments traditionnels conçus à base d'herbes servant de test dans le traitement du coronavirus. Pourtant, le président de l'Institut national de la santé, également coordinateur du centre opérationnel de la santé d'urgence, a justifié ce dimanche que les données épidémiologiques des dernières 48 heures n'étaient pas mises à jour pour des raisons techniques tenant compte du volume d'échantillons dépassant la capacité du laboratoire national. Kumba a révélé qu'actuellement, le laboratoire national demande du temps pour mieux organiser le travail, ayant plus d'1 millier d'échantillons à analyser. Selon les dernières données publiées par les autorités sanitaires, la Guinée-Bissau avait enregistré un total de 257 personnes infectées, dont 19 récupérées et une décédée. Nouamenkeli-Bissau. RFM. La Tunisie, elle, démarre ce lundi un déconfinement progressif. L'activité économique va reprendre dans plusieurs secteurs, mais avec seulement 50% des effectifs. Cependant, les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes de maladies chroniques, ainsi que les femmes enceintes doivent continuer de rester confinées. Le point avec Sodecham. Le confinement très strict mis en place le 22 mars dernier en Tunisie va commencer à être levé ce lundi, avec une reprise de l'activité à 50% des effectifs dans de nombreux secteurs non essentiels. Dans un décret paru dans le journal officiel, le gouvernement prévoit que certaines personnes continuent de rester confinées. Il s'agit notamment des retraités de plus de 65 ans, des personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que les femmes enceintes. Les mères dont l'âge des enfants ne dépasse pas 15 ans sont également concernées, même si la mesure pour les enfants eux-mêmes n'est pas précisée. Cette partie du décret a déclenché un tollé. De nombreux internautes dénoncent un texte patriarcal. Cette exception outrageante traduit la vision machiste et patriarcale qui fait porter aux seules femmes la responsabilité des enfants. On déplorait dimanche de nombreuses associations de défense des droits des femmes dans un communiqué commun. Elles rappellent que l'égalité était inscrite dans la constitution tunisienne adoptée en 2014 après le printemps arabe. Dimanche, la présidence a publié un communiqué sur les réseaux sociaux évoquant une erreur dans la rédaction finale du texte. La nouvelle mouture sera amendée et une nouvelle version sera publié au journal officiel. L'actualité internationale en plus bref, le Japon décide de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 31 mai. Annonce faite ce matin par le Premier ministre qui précise que le gouvernement japonais juge prématuré de lever cet état d'urgence vu la progression de l'épidémie. Et puis l'exposition universelle 2020 de Dubaï, initialement prévue en octobre, a été reportée d'un an. C'est bien sûr à cause de la pandémie du Covid-19. Voilà, Youssouf, c'est tout pour cette page internationale. Obrigado, Ana Rocha. RFM, la radio de toute l'actualité. À présent, les dernières infos de la pandémie du Covid-19 en Afrique et dans le monde. C'est avec Amadou Sabarba qui nous présente aujourd'hui Coronews. Et le Sénégal vient d'enregistrer son 10e décès lié au coronavirus, annonce le ministère de la Santé dans un communiqué. Il informe que c'est un homme âgé de 58 ans et est décédé ce lundi à l'hôpital principal de Dakar. Hors de nos frontières, en Algérie, de nombreux commerces rouverts la semaine dernière ont dû fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs régions du pays, dont Alger, la capitale, en raison du non-respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale selon les autorités locales. D'après le comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie, 56 décès et 1467 nouveaux cas ont été enregistrés, une nette augmentation selon les autorités sanitaires. Les derniers chiffres du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine révèlent que le continent enregistre 43 443 cas confirmés de coronavirus pour 1761 personnes décédées liées à la maladie. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les pays les plus touchés en nombre de cas, mais l'Algérie et le Maroc dénombrent aussi de nombreux morts. Voyons les actualités du Covid-19 en Europe. L'Espagne a enregistré 164 décès durant les dernières 24 heures selon les autorités locales, le chiffre quotidien le plus bas depuis presque 7 semaines. Ce lundi, le port du masque est obligatoire dans les transports publics pour éviter un rebond des contaminations de coronavirus. En 24 heures, l'Italie a enregistré 174 malades du Covid-19, le nombre le plus faible depuis le premier jour du confinement. La pression dans les hôpitaux est allégée. Ces bilans en nette amélioration ont incité les autorités italiennes à alléger le confinement aujourd'hui pour faire repartir l'économie. Mais cette ouverture reste prudente. Le gouvernement italien a donné par ailleurs son feu vert. La reprise dès ce lundi, les entraînements individuels pour tous les sports, y compris les disciplines collectives comme le sport. Le nombre de contaminations et de décès est aussi en baisse en Grande-Bretagne selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Le Premier ministre Boris Johnson a appelé ses concitoyens à la prudence. Il a même promis un plan de déconfinement pour cette semaine. Ce lundi marque également la réouverture progressive des écoles en Allemagne et la suite du déconfinement. Une reprise de la Bundesliga, le très populaire championnat de football, serait aussi sur les rails selon les autorités. Le taux d'infection est en baisse ces derniers jours. Le Portugal, qui a franchi la barre des 1000 morts depuis le début de la pandémie, commence à lever les mesures de confinement. Cependant, l'enseignement à distance reste en vigueur et ceci devrait être le cas jusqu'à la fin de l'année scolaire dans les écoles et les collèges. Direction Asie, selon les derniers chiffres officiels, la Chine ne déclare aucun cas de contamination depuis hier. Le pays dénombre tout de même 83 959 cas recensés et 4 637 morts depuis le début de la pandémie en décembre dernier. Terminons avec le Brésil qui a franchi le cap symbolique des 100 000 cas confirmés de Covid-19 avec 7 025 morts selon les chiffres officiels largement sous-évalués. Le pays se situe au 9e rang mondial en termes de personnes infectées avec 100 147 cas selon le dernier bilan officiel du ministère de la Santé du Brésil. Merci Amadou Sabarba. RFM reportage. Les nafilas ou prières surérogatoires parmi les moments forts du mois de Ramadan. Pour cette année, les mosquées qui sont d'habitude bondées sont fermées pour éviter la propagation du coronavirus. Les fidèles musulmans sont donc obligés de prier chez eux. À Kolda, notre correspondant Abdoulaye Diallo est allé faire son nafila dans une famille. Reportage. Cette année, à cause de la propagation du Covid-19, toutes les prières, dont celle du Ramadan, s'effectuent à domicile, à l'image des membres de cette famille du quartier Hillel de la commune de Kolda, qui venaient de boucler leur prière du soir. Cette année, on prie dans les maisons parce que, à cause du coronavirus, on est obligé de prier dans les maisons parce que pour respecter les barrières que le président de la République a posées, les barrières contre le Covid-19. À cause du coronavirus, cette année, on prie à la maison et non dans les mosquées. Parce que les mosquées sont fermées. Toutes les prières, nous les faisons à la maison. Ils reconnaissent quand même la nécessité des mesures barrières. Et en ce moment-là, le président a dit qu'il ne veut pas qu'on crée des attroupements. C'est pour cela qu'en ce moment-là, on ne peut pas prier dans les mosquées. On aurait voulu prier dans les mosquées, mais on est obligé à cause du coronavirus. Mais d'une part aussi, ça a un impact positif sur les familles, parce que à cause de ça, ça va permettre les familles de prier entre eux, de partager la prière. On a fermé les mosquées pour que l'on puisse prier à la maison, c'est pour éviter les rassemblements des personnes à la mosquée. Les membres de cette famille n'ont pas manqué d'inviter les fidèles musulmans à prier chez eux, une des conditions pour eux de vaincre le coronavirus. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM, la presse du jour. La presse ce matin parcourue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour.
Après 2 mois de bataille intense, Abdoulaye Diouf Sarr constate que l'épidémie ne faiblit pas. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui ne s'avoue pas vaincu, loin de là, estime, selon Le Soleil, que les mesures prises par le gouvernement ont permis de maintenir la contamination à un niveau acceptable, même si aujourd'hui 11 régions sur les 14 ont été touchées. Pour le journal Enquête, Touba est devenu le cluster entre déni des réalités, défiance des règles, ignorance des gestes barrières. Le cas Touba qui préoccupe. Foyer de la contamination du Covid-19, le marché Ocas est soutenu par de puissants lobbies qui ne veulent rien entendre. Le médecin-chef de la région, Dr Mamadou Dian, note que tous les cas qui ont infecté les autres zones viennent de Touba. La virologue professeur Koumba Tourekan préconise, elle, les MTT comme solution appliquée en Corée du Sud et qui a marché. M pour masquer, le T pour tester, l'autre T pour traquer les gens qui sont en contact et le dernier T pour traiter. Le journal Le Quotidien lui parle de 14 clusters pour 20% de contaminés, cas de bombes virologiques, caisse, QG, des cas asymptomatiques, cas positifs dans la ville de Médina Gounass, 67 personnes confinées. Changement des stratégies donc du ministère de la Santé et de l'Action sociale face à la montée en flèche des cas positifs, externalisation des traitements pour les cas asymptomatiques. En tout, 9701 contacts relevés, c'est 1226 toujours suivis, 20 centres de traitement dans 8 régions du Sénégal. Le nombre de cas multiplié par 8 constate donc Vox Populi. Abdoulaye Diouf Sarr, qui se confie à nos confrères de l'Observateur, note que bientôt ces services vont recevoir l'Artemisia. Combien coûte à l'État les tests réalisés par le labo Pasteur? Nous n'avons pas un coût par test. L'Institut a son budget de fonctionnement. Il travaille avec l'État dans le cadre de la détection et avec ses partenaires financiers. Ces bailleurs qui peuvent être l'État du Sénégal ou encore d'autres partenaires internationaux. Le rôle du Pasteur est un rôle de service public, affirme encore Diouf Sarr avant de dire qu'il n'y a aucune brouille entre lui et le professeur Seydi. Au sujet de la commande d'équipements et de médicaments jugés nébuleuse par la pharmacie nationale d'approvisionnement, le ministre Botantouche, toujours dans l'Observateur, il affirme qu'il n'en est rien. Le ministère a pris les décisions financières les plus avantageuses pour l'État et les populations dans la plus grande transparence. Sud Quotidien note en tout cas que les 2 commandes installent une suspicion au sein du ministère, déjà empêtré dans une autre commande de matériel livré en 48 heures. En tous les cas, le pic de la maladie est surveillé, le pire attendu selon le journal Tribune. Dans quelques jours, dans le journal Source, ce cas d'une famille et de riverains qui s'opposent à la mise en quarantaine d'une vieille personne par les autorités sanitaires et les forces de l'ordre. Cela s'est passé selon le journal à Touba. La dame de 92 ans est une spécialiste du Moitié-Bop en Ndindi. Elle est créditée d'avoir prodigué une thérapie au tailleur du marché Ocas, récemment testé positif à la Covid-19 quand ce dernier a commencé à souffrir de maux de tête. Yatma Fall, responsable de la famille du cas suspect, de dire « J'ai accepté qu'on fasse un prélèvement à ma grand-mère, mais je précise au commandant de brigade qu'elle n'ira nulle part, même si on la déclare positive. » Dans le journal Les Échos, des policiers qui sont sauvagement agressés et blessés, cela s'est passé à Thiaroye-Timbar dans le cadre du couvre-feu, des jeunes qui violaient donc ce couvre-feu. Le confrère note qu'une personne a été arrêtée, la police traque les autres fugitifs. La famille du mis en cause crie à la bavure policière. Toujours dans le journal Les Échos, la création d'une centrale électrique virtuelle. Un autre contrat découvert, Makhtar Cissé pris dans un autre scandale avec Akile. Le confrère parle d'un business à 9 milliards par an environ. Il a été signé le 18 février 2019, soit une semaine jour pour jour après le scandale des 186 milliards et 6 jours avant la présidentielle 2019. Comme l'autre contrat, celui-ci a été aussi signé pour 10 ans. Pour Mademba Sok, on doit aller vers la renégociation et rectifier le tir. C'est dangereux d'accepter qu'un externe ait accès à l'exploitation de la Sénélec. Et puis sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien, Baignan sur un transfert à Marseille. C'est Mamadou Niang qui va décider selon le journal. Baignan n'est pas insensible au charme de Marseille qui voudrait le recruter. Dans un live Instagram, l'attaquant sénégalais a vanté les mérites du club phocéen tout en indiquant qu'une éventuelle arrivée à l'OM serait liée à son compatriote et légende du club Mamadou Niang. Dans le journal Record, on reparle de Koulibaly. La concurrence rude pour
pour s'offrir le Sénégalais. Zidane prêt à patienter pour Koulibaly, se demande le journal Record. En tout cas, le Real Madrid de Zinedine Zidane semble avoir un plan clair concernant Kalidou Koulibaly, le défenseur de Napoli, suivi notamment par Manchester United, City ou encore le Paris Saint-Germain. Bonne lecture à tous. Merci Mohamed Ali Mouba. Une information que je découvre en même temps que vous. Un homme âgé de 68 ans a été retrouvé mort une semaine après sa disparition à Ziguinchor. C'est hier que sa famille établie à Koloban a fait la découverte macabre dans les rizières. Le vieil homme souffrait depuis quelque temps, signale des membres de sa famille, mais aucune relation n'est pour l'heure établie entre sa mort et le Covid-19. Les services de santé qui viennent d'en être saisis étudient la suite à donner de cette affaire, nous informe Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous y sommes. Quelle nouvelle orientation dans la riposte contre le Covid-19 au Sénégal qui donc a enregistré il y a 2 mois son cas zéro. Pour en débattre, nous recevons le docteur Seydina Aliou Boli qui est spécialiste en urgence complexe. Docteur Boli, bonjour. Oui, bonjour Youssouf Bodian, c'est pas Dr Boli, c'est Aliou Boli tout court, je suis pas médecin. Voilà, donc Aliou Boli, merci beaucoup pour les précisions. Notre second intervenant, il s'appelle le professeur Tandaka Ndiaye Djei, qui est immunologue et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour professeur. Bonjour. Bien. Alors, le ministère de la Santé qui a annoncé ce week-end une stratégie de recherche active des cas. Professeur Djei, expliquez-nous déjà de quoi il s'agit et qu'est-ce que cette méthode pourrait apporter de plus dans la riposte. Oui, je pense que c'est une très bonne méthode, c'est excellent. Parce qu'aujourd'hui, nous savons très, très bien que le gros problème, c'est d'aller traquer les personnes qui sont censées être en contact avec le Covid. Donc, si vous remarquez un petit peu depuis le début de la pandémie, dans chaque pays, il y a des stratégies qui ont été mises en place. Parmi lesquelles, essayer de voir les contacts et d'essayer de les circonscrire. Et ça a été des méthodes qui ont été payantes dans certains pays. Mais à chaque fois qu'il y a une augmentation du nombre de cas, vous avez vu que la dynamique change. Donc, on essaie quand même d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur pour essayer de les chercher. Et je crois qu'au fond de cela, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de stratégies qui ont été mises en place par le ministère de la Santé et qui ont permis, au niveau même des hôpitaux, d'autres malades même qui ne sont pas dans le giron du Covid et qui sont des cas qui viennent en consultation. Si on voit pratiquement qu'il y a des suspicions, on peut aller au-delà de cela. Et je crois qu'il faudrait qu'on aille un peu plus en profondeur au niveau de la population pour chercher encore des personnes qui sont susceptibles d'être en contact. Donc, franchement, je pense que cette dynamique-là, de continuer à les traquer, c'est une excellente chose et ça permettra vraiment de rapidement régler le problème de la propagation aujourd'hui donc, du Covid-19. Seydina Aliou Boli, ils ont également annoncé l'isolement en situation extra-hospitalière des cas asymptomatiques. C'est également parmi les mesures annoncées ce week-end. Comment vous trouvez cette mesure-là? Qu'est-ce que cette mesure pourrait apporter de plus également dans la riposte? Eh bien, vous me permettrez d'abord d'apporter une interrogation, puisque nous sommes en train de voir un peu ce qui a été fait ces 2 derniers mois. Ce n'est pas histoire de faire une évaluation, mais c'est plutôt apprécié pour davantage voir effectivement comment réorienter la stratégie de la riposte. Il y a des choses qui ont été excellemment bien faites ces 2 derniers mois dans le cadre de la riposte, notamment en termes de prise en charge des cas. Vous l'avez tout de suite évoqué, la problématique de la recherche active des cas, qui était une donnée, un paramètre qui aurait pu nous permettre effectivement aussi d'anticiper sur la propagation du virus, n'a pas été une stratégie, en fait, au cœur de la dynamique de la stratégie jusqu'ici, mais il est heureux de constater aujourd'hui que la recherche active des cas est remise au centre justement pour anticiper, aller vers le virus, le devancer. Donc pour revenir à votre question, le fait d'isoler les personnes soit asymptomatiques ou alors qui présentent en fait un tableau clinique bénin, on va dire,
entre dans toujours la même dynamique de stopper la propagation du virus au sein de la communauté. Donc c'est aussi une chose à saluer. Maintenant, on en est à se poser énormément de questions. C'est que si on sent que la riposte est bonne en termes de prise en charge, les autres domaines de la réponse, parce qu'il n'y a pas que la dynamique, il n'y a pas que l'aspect sanitaire dans cette réponse. Les autres aspects, je pense qu'il y a énormément de questions à se poser sur qu'est-ce qui a marché pour le reste, notamment sur le respect des mesures barrières par l'ensemble de la communauté et toutes les problématiques que le virus nous pose aujourd'hui, des choix cornéliens à faire entre rester à la maison ou la nécessité d'aller chercher à manger tout simplement. Professeur Djei, on a vu qu'il y a entre le 2 mars et aujourd'hui, les cas, il y a eu une multiplication des cas par 6. Est-ce qu'aujourd'hui, en plus des mesures qui ont été annoncées ce week-end, qu'est-ce qu'à votre avis il faudrait faire de plus pour pouvoir corser davantage la riposte contre le Covid-19? Je pense qu'il y a une multiplication des cas, c'est vrai. Mais il faut quand même constater que cette progression-là ne va pas dans la même direction que la progression qu'on peut noter dans certains pays européens, par exemple. La progression, elle est encore acceptable. Donc, satisfaisante, je veux dire. Mais on ne va pas dormir sur nos lauriers. Mais je pense que ce qu'il faut faire, ça d'abord, c'est d'abord que les gens continuent encore à gérer les mesures barrières. Ça, c'est très important. Mettre des masques partout, ce qui a été une très 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 bonne chose, mais également pour à ce que les gens soient disciplinés. Parce que le problème, c'est un problème de discipline. Ce n'est pas le problème de mettre seulement des masques, il faut être discipliné. Il faut également donc une prise en charge adéquate en faisant souvent donc c'est ce que se passe actuellement, c'est-à-dire de prendre les asymptomatiques et de ne pas les mettre en même temps que les symptomatiques. C'est une bonne chose. Ça permet encore un peu de désengorger un peu tout ce qui est hospitalier. Mais de l'autre côté également, il y a un côté très très important, c'est-à-dire augmenter le nombre de tests. Parce que ça c'est très important, parce que ça permet quand même de pouvoir connaître à peu près les personnes qui sont contaminées et qui passent entre les mailles du filet. Et ce sont ces personnes-là qui nous amènent souvent donc les contaminations communautaires. Mais surtout, faire un triage dans les structures de soins. Il faut qu'on arrive à trier à ce niveau-là, et c'est très important. Aussi, renforcer la surveillance sentinelle. Il faut qu'on commence déjà à faire une surveillance sentinelle. Aller un peu plus loin, un peu en profondeur, pour aller chercher pratiquement les personnes. Mais aujourd'hui, ce que vous devez quand même comprendre aujourd'hui, c'est que le fait au moins qu'on ait 11 régions sur 14 qui sont contaminées, ça veut dire que ça progresse. Effectivement. Mais il y a encore des régions encore qui ne sont pas pour l'instant. Mais également, le fait qu'il y ait 14 clusters, c'est quand même assez important aussi. Il faut savoir que la contamination est très très forte dans cette contexte. Le cluster, vous pouvez expliquer pour nos éditeurs? Non, c'est surtout le fait pratiquement qu'il y ait une personne qui est capable de contaminer une grande communauté. C'est ça, le cas à Sédhiou également. Dans le cas de Sédhiou, parce qu'habituellement, on pense qu'une personne contamine environ 1 à 3 personnes. Voilà. Mais si vous en avez une vingtaine, évidemment, ça devient un peu plus inquiétant. Célina Aliouboli, vous êtes spécialiste en urgence complexe. Aujourd'hui, à ce rythme, est-ce que vous pensez que notre pays a les capacités quand même de prendre en charge ces cas graves? Je rappelle, on a déploré aux morts ce matin. Oui, en fait, encore une fois, la prise en charge au niveau du Sénégal, dans le cadre de notre riposte, la prise en charge jusqu'ici, elle est en phase avec, en tout cas, la dynamique de l'épidémie. On n'est pas débordé, on a suffisamment de lits par rapport au nombre de cas graves qu'on a, et la prise en charge de ces cas graves aussi est faite de manière à ce que le nombre de la létalité aujourd'hui au niveau du Sénégal, en tout cas, démontre une certaine maîtrise de la situation. Côté prise en charge sanitaire. Maintenant, pour le reste, parce qu'une pandémie, c'est pas seulement la santé. Une pandémie, c'est vraiment multifonctionnel, multidimensionnel. Et tous les autres secteurs, en fait, doivent fonctionner. Et encore une fois, en termes de maîtrise de la propagation du virus, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui doivent être faites. Il y a pas mal de choses qui sont faites aujourd'hui, notamment l'interdiction de la circulation interurbaine, par exemple. Mais
cela ne semble ne pas être suffisant parce que nous sommes en train aujourd'hui à 11 régions. Malgré le fait que lorsque l'interdiction avait été prise, je pense qu'on était à 5-6 régions qui étaient touchées. Et malgré cette interdiction, on est passé quand même à 11 régions. Là, on a énormément... C'est une grosse question qu'on doit se poser. Ce n'est plus une affaire de prise en charge. Les professeurs Seydi font leur travail, c'est très bien. Mais quand on sort de l'hôpital, parce que la pandémie, ce n'est pas seulement la santé. Effectivement. C'est complexe. Comment est-ce qu'on est passé de 6 régions à 11 alors qu'on a mis en place des interdictions de circuler entre les régions? Le président de la République l'avait dit, le virus n'a pas de pied, il ne marche pas. C'est les individus, les humains qui le portent d'un endroit à un autre. Donc, interrogeons-nous plutôt sur ces aspects, sur les points de vulnérabilité de notre riposte actuellement. Je pense que c'est en dehors de l'hôpital. Effectivement. Merci beaucoup, Céline Aliou-Boli. Merci également au professeur Tandakha Ndiaye Djei. On vous retrouve à 13h dans l'édition qui sera présentée par Mamadou Mohamed Ndiaye. Merci à vous de nous avoir suivis. Abdoulaye Diop était à la mise en nom d'Ibundour et Aliouba à la production, à la réalisation Elhaj Ndiogoudjen. Juste après moi, Allo Présidence. Nos hommages à Aliou Diassé qui a travaillé pendant des années avec nous ici à la RFM, qui travaillait à e-radio, qui est donc décédé aujourd'hui, un homme affable et donc Aliou Diassé, qui était un homme très bon, repose en paix, Diassé O comme on l'appelait ici à RFM. Bonne journée à vous, c'était Youssouf Bodjon.